Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose d'appréhender les unités qu'utilisent les électromobilistes pour exprimer la puissance de charge, la capacité énergétique, le rendement et la consommation de leur véhicule. Cela va nous permettre d'appréhender la puissance de charge et l'énergie stockée dans une voiture. En effet, les unités habituellement utilisées sont source de confusion. Ainsi, le kilowatt, qui est une unité de puissance, est fréquemment confondu avec le kilowattheure, qui est une unité d'énergie. On peut donc légitimement se demander quelle mouche a piqué ceux qui ont décidé d'exprimer l'énergie en kilowattheure, alors que cette unité engendre tant de confusion dans le grand public. Merci de m'indiquer dans les commentaires ce que vous pensez de la situation. Dans un premier temps, je vous propose de comparer nos pratiques lors d'un plein de carburant fossile ou d'un plein d'électricité. Observons par exemple ce qui se passe lorsque nous alimentons une voiture thermique avec du gasoil. Ici, nous observons le volume de gasoil qui augmente. En mesurant la durée, cet affichage permet de calculer le débit de gasoil. Ainsi, pour ce plein, le débit mesuré était de 37,2 litres par minute, soit 0,62 litres par seconde. Pour les plus observateurs d'entre vous, je vous laisse calculer le débit en euros par minute. Mettez vos réponses dans les commentaires. Ce débit volumique de carburant fossile est en fait un débit d'énergie, car 1 litre de gasoil contient environ une énergie de 39 millions de joules. Le joule est l'unité légale de l'énergie. Cette unité tient son nom de M. Joule. On utilisera donc un J majuscule pour la désigner. Pour découvrir M. Joule, je vous invite à taper son nom dans votre moteur de recherche préféré pour découvrir les travaux de ce physicien qui est à l'origine, entre autres, de la théorie de la conservation de l'énergie. Le joule n'est pas une unité mystérieuse car on la retrouve désormais sur les étiquettes de nos produits courants. Dans cet exemple, si j'ose dire, épatant, l'étiquette indique une énergie de 1531 kJ pour 100 g de pâte sèche, soit 1 531 000 joules. Si vous avalez ces pâtes, votre corps pourra transformer cette énergie en travail pour vous permettre de monter une côte, par exemple. Le joule est une petite unité, on l'exprimera souvent en kilojoules, soit 1000 joules, ou en mégajoules, soit 1 million de joules. Le joule étant l'unité légale de l'énergie, l'affichage de cette valeur est une obligation. Au passage, vous observerez l'équivalence entre le joule et la calorie. Lorsque l'on dispose d'un débit d'énergie de 1 joule par seconde, alors on dira qu'il s'agit d'une puissance de 1 watt. La puissance est donc un flux d'énergie. Cette unité tient son nom de M. Watt et elle sera donc désignée par un grand W. Pour plus d'informations à propos de M. Watt, je vous invite à consulter votre moteur de recherche préféré. Reprenons le débit de gasoil précédemment mesuré et calculons la puissance délivrée par notre débit de carburant fossile. 0,62 litres par seconde fois 39 millions de joules par litre égale 24 180 000 joules par seconde. Et comme 1 joule par seconde égale 1 watt, cela représente donc une puissance de 24 180 000 watts. Autrement dit, 24 180 kilowatts. Si la puissance de cette pompe à gasoil est si importante, c'est que l'énergie contenue dans 1 litre de ce carburant fossile est énorme. Le débit d'énergie de cette pompe représente donc une puissance impressionnante au regard des puissances maximales disponibles au superchargeur Tesla. En effet, la version 1 annonçait 120 kW, la version 2 annonce 150 kW et la version 3 annonce 250 kW. De plus, ces puissances annoncées par Tesla ne sont au mieux accessibles qu'en début de recharge.
Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez l'ordre de grandeur de la puissance d'une telle pompe à carburant fossile. Cette puissance peut paraître énorme, mais il faut savoir que les moteurs dits thermiques disposent d'un très mauvais rendement. Le rendement est le rapport entre la puissance restituée aux roues par le moteur et la puissance fournie par la pompe. Pour un moteur dit thermique, le rendement optimum est au mieux de l'ordre de 30 à 40%. Mais dans la réalité quotidienne, notamment lors des petits parcours et en agglomération par exemple, le rendement du moteur se dégrade pour atteindre une valeur de l'ordre de 15% seulement. Vous trouverez sous la vidéo des liens détaillant les calculs des rendements. À quoi sont dues les pertes dans ce genre de moteur ? Eh bien, il faut savoir que la transformation d'énergie contenue dans le carburant en énergie mécanique utile est limitée en raison des lois de la thermodynamique. En effet, toute la chaleur fournie ne peut pas être récupérée mécaniquement car une part de l'énergie est perdue dans les gaz d'échappement. Si vous souhaitez approfondir cette question, je vous suggère de faire des recherches en lien avec le cycle de Carnot. Les pertes les plus connues sont celles liées au refroidissement du moteur. Un moteur dit thermique est une machine organisée pour perdre de la chaleur, d'où la présence d'un radiateur dans le moteur. Viennent ensuite toutes les pertes d'énergie liées au frottement en tout genre, pistons dans les cylindres, embiellage, vilebrequin, arbre à cames, courroie, alternateur, pompe, ventilateur, etc. Dites-moi dans les commentaires ce que j'ai oublié. Finalement, l'énergie gaspillée par le moteur, dit thermique, et la pollution qu'il engendre réduit considérablement l'intérêt de ce type de moteur. Si l'on observe le rendement d'un véhicule à moteur électrique, la transformation énergétique est beaucoup plus favorable. On peut ainsi observer un rendement d'environ 88% de la prise de chargeur à la batterie et d'environ de 90% de la batterie aux roues, soit un rendement global d'environ 79% pour les voitures électriques. J'ai placé sous la vidéo un lien qui détaille ce type de calcul. Notez bien, toutes mes considérations sur le rendement dans cette vidéo se sont placées dans un ensemble compris entre la prise de recharge et les roues du véhicule. Concernant les rendements en amont de cet ensemble, notamment la production et le transport de l'énergie, je vous laisse débattre dans les commentaires de ce sujet sans fin, tant il est complexe à appréhender. Résumons. Au-delà de tous les calculs, que ce soit une pompe à carburant fossile ou une pompe à électrons telle qu'un superchargeur, les appareils qui servent à générer un flux d'énergie, autrement dit un débit d'énergie, engendrent une puissance qui se mesure en watts ou en kilowatts. Mais alors, qu'en est-il du fameux kilowattheure, lequel est si souvent confondu avec le kilowatt ? Légalement, l'énergie se mesure donc en joules. Dans votre réservoir, que ce soit du carburant fossile ou des électrons dans une batterie, vous stockez de l'énergie. On exprime cela en litres ou en joules. Mais pour les voitures électriques, l'usage est d'exprimer cette énergie en kilowattheure. Dès lors, comment fait-on pour passer des joules au kilowattheure et l'inverse ? 1 kilo, c'est 1000. Ensuite, considérons les unités légales. 1 watt, c'est 1 joule divisé par 1 seconde. Et 1 heure, c'est 3600 secondes. Finalement, 1 kWh est équivalent à 3 600 000 joules ou 3600 kJ. On peut donc facilement transformer le joule, qui est l'unité légale de l'énergie, en wattheure ou en kilowattheure. Malgré la confusion possible avec le kilowatt, l'intérêt d'exprimer l'énergie en kilowattheure est de permettre de simplifier certains calculs. Par exemple, si Tesla vous offre 372 kWh de supercharge gratuite par parrainage et que la consommation moyenne de votre voiture est de 18,6 kWh pour 100 km, c'est-à-dire, comme l'indique l'afficheur de l'écran de la Tesla, 186 Wh par kilomètre, alors une simple division va vous permettre de calculer le kilométrage équivalent. Dans cet exemple, les 372 kWh sont équivalents à 2000 km. Le kilowattheure est donc une unité pratique quand elle n'est pas confondue avec le kilowatt. Dans une prochaine vidéo, j'aborderai d'autres exemples
notamment au regard du fonctionnement de la batterie. En attendant, n'oubliez pas, pour commander votre Tesla, utilisez un lien de parrainage afin de bénéficier de kWh gratuits, c'est-à-dire 372 kWh par parrainage. Utilisez par exemple le site tesla-app.com pour trouver le lien d'un parrain près de chez vous. Et si vous voulez faire plaisir à l'un de mes filleuls, vous trouverez dans la description de cette vidéo des liens que je souhaite promouvoir. Si vous souhaitez découvrir d'autres informations que je souhaite partager avec vous, vous pouvez consulter le site internet francepicardie.fr. Et si vous souhaitez bénéficier de kilométrage gratuit au superchargeur pour votre prochaine Tesla, alors commandez-la en utilisant mon lien de parrainage qui s'affiche à l'écran. Au plaisir de vous retrouver, la chaîne Tesla France Picardie.